Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Je vais passer aux achats parce que pour une fois, j'ai racheté quelques... Ah non. Avant, je voudrais vous faire profiter de ce cadeau que j'ai reçu de la part de Stéphane Mialet. Voilà, une photo de moi durant les essais pour Rambo. Voilà, donc c'est assez saisissant. Il m'a un petit peu embelli, mais surtout au niveau des muscles. Ah, voilà, Stéphane, merci, tu es un fou et c'est pour ça qu'on t'aime. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Oui, alors là c'est mon pote Captain Morpheus Geekology planqué les mamans qui va approuver. Le Actarus extraordinaire hein, de Abyssal Studio. Alors vraiment, il est trop beau. Je suis fou de joie, vraiment fou de joie et j'avais vu pas mal de gens le montrer en disant vous n'êtes pas prêts pour la beauté du truc et tout. Et je me disais ouais ça a l'air très propre et tout, mais quand je l'ai vu en magasin, parce que c'est comme ça en fait je suis passé dans un magasin et tout d'un coup je suis tombé dessus, j'avais presque oublié. Là j'étais vraiment impressionné, il est extraordinairement parfait. Et donc je l'ai pris. Et d'ailleurs ça laisse vraiment rêveur quand on compare avec les prix et la qualité surtout régulièrement très discutable des produits HL Pro sur Goldorak. Dernier achat que j'ai reçu récemment, un DVD She-Will, un de mes coups de cœur de l'année dernière. Voilà, j'aimerais bien faire en fait une vidéo dessus. Voilà, je tenais absolument à l'acquérir parce que ça a été vraiment un choc très important à tous les niveaux pour moi. Remarquable film, si vous l'avez pas vu, alors là, je vous le conseille à balle. Absolument extraordinaire visuellement, la musique, tout le scénar, mais rien n'est bancal. Enfin, tout est extraordinaire. Et d'ailleurs, l'intrigue qui concerne la vengeance d'une femme sur son bourreau, on pourrait dire, montre qu'en fait, de tout temps, on a eu des films qui auraient pu entrer dans les cases woke féministes ou je ne sais quoi, mais c'est normal puisqu'il n'y a pas de censure au niveau de la narration, on raconte absolument ce qu'on veut. Le problème, c'est de faire de vrais bons films. Voilà. Là, on a un film magnifique, y compris dans ce qu'il raconte d'ailleurs. Donc voilà, je crois bien que c'est tout. Je vais passer au film que j'ai vu récemment. Alors, hormis ceux dont je vous ai fait des vidéos, voilà, les plus importants, ça a été le cas. Mais j'en ai vu pas mal évidemment à la maison, et certains tellement médiocres que voilà, j'ai même pas noté. Néanmoins, j'ai vu Insidious, la porte rouge, je crois en français, réalisé par Patrick Wilson. Et donc l'acteur, normalement, du coup là réalise et reprend son rôle voilà, de la franchise. J'ai été incroyablement déçu. J'ai trouvé que c'était... Alors, la réal, elle est nickel. Vraiment, il est très très doué. C'est vraiment... Ça, par contre, a vraiment aucun reproche à faire. Mais alors, l'intrigue, c'est nul. Mais nul. Donc, le problème vient plutôt du scénar, pour moi. Mais, quand je dis plutôt, en fait, il vient totalement du scénario. Le scénario est chiant, c'est mal écrit, on se fiche complètement des enjeux, la fin est niaise. Oh là là, j'ai pas du tout aimé. Insidious, la porte rouge, voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous félicite. Et pour rester sur Patrick Wilson, d'ailleurs, on m'avait recommandé un film de 2014, il me semble, qui s'appelle Stretch, que j'avais jamais vu avec lui, donc que j'ai regardé et que j'ai beaucoup apprécié, même si c'est pas... En fait, je pense que ça aurait pu être bien mieux, mais j'ai quand même passé un très bon moment, je me suis pas fait chier une seule seconde, et il y a plus de qualité que de défaut. Donc sachant qu'en plus c'est un petit film, je suis ravi de l'avoir vu, donc merci, je sais plus qui me l'a conseillé, mais merci à toi. Avec en plus en caméo, on a Ray Liotta, mais... absolument parfait, et David Hasselhoff, fidèle à lui-même, qui m'a quand même provoqué un fou rire assez intense également. Et Patrick Wilson est génial. Donc voilà, c'est l'histoire d'un chauffeur de limousine qui est plein de rêves, mais qui est un peu un loser, quoi, et qui va se retrouver à devoir rembourser une dette de $6000, voilà, un peu sur gage, voilà, argent qu'il n'a pas évidemment. Comment dire, il va devenir le chauffeur pour la nuit en fait d'un type plein aux as mais complètement pété, voilà, mais vraiment pété, donc c'est délirant. Donc en tout cas c'était très sympa. J'ai vu également Lioness, donc les 4 premiers épisodes, série de Taylor Sheridan, donc j'ai vraiment adoré. On verra comment ça évolue par la suite, et je crois bien que c'est tout. Je vais passer aux questions. Je cherche un livre sur Rocky, te sachant expert, que me conseillerais-tu? Oui, alors j'avais préparé exprès, livre sur Rocky, il n'y en a pas énormément. C'est assez étonnant d'ailleurs, hein. Même aux États-Unis, mais en France on n'a rien. Mais il y a ça qui est sorti de Ultimate Guide avec une introduction de Sylvester Stallone qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, un truc comme ça, et qui est réellement la Bible. Donc c'est
un livre, c'est un très beau livre. Hein, et là, tu as tout sur la saga Rocky, mais vraiment tout. Ah, donc pour chaque film, vous avez toutes sortes d'articles chapitrés. Enfin, c'est absolument remarquable. Et ça touche véritablement à toute la saga. Donc c'est un livre, c'est un peu un livre d'art, quoi. Donc je me souviens plus combien il coûte, mais ça vaut le prix, honnêtement, très sincèrement. Donc voilà. Tout simplement Rocky, The Ultimate Guide. Que penses-tu de l'acquittement de Kevin Spacey? Alors oui, j'ai vu ça et j'étais assez surpris parce qu'en fait j'avais oublié. Donc, ça m'a fait à la fois plaisir et à la fois un peu de peine parce que visiblement ça a été très long. Ils ont vraiment fouillé et il est totalement innocenté. Donc voilà. Et il avait été également totalement innocenté d'une autre accusation similaire, hein, quelques mois avant, il me semble. Là, on se retrouve quand même face à un vrai problème, c'est que ceux qui ont décidé qu'il était coupable malgré tout diront la justice, enfin là les justices du coup, puisqu'il y avait une affaire en Angleterre, une affaire aux États-Unis apparemment, diront la justice est incompétente ou plie sous le pouvoir des grandes stars, enfin, et on ne pourra pas les faire changer d'avis en fait. Et il y a ceux qui, par contre, se rangeront un peu au travail qui a été fait, quoi. Mais souvent, dans le doute, les studios ou les grosses compagnies vont, je pense, rechigner à prendre le risque. Et c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce que on a des gens qui sont pas jugés, qui passent un peu entre les mailles du filet, des gens qui sont régulièrement accusés mais où ça va jamais plus loin vraiment. Enfin, c'est vraiment très particulier. Il y a le fait que, d'une certaine manière, même totalement innocenté, parfois donc à plusieurs reprises. Dès lors qu'il y a eu des accusations, les gens préfèrent décider que si tu es coupable en fait. Donc c'est chaud et ça me fait dire penser à la réédition de l'album Mechanical Animals qui a été annulé par la maison de disques pour éviter tout risque de critique du public, etc. concernant bien sûr Marilyn Manson, dont l'affaire n'est pas encore réglée et ça dure, ça n'en finit pas. Et pendant ce temps-là, sa carrière est juste morte. Donc voilà. Mais bon, très content évidemment. Enfin, moi c'est un acteur, Kevin Spacey, que j'ai toujours beaucoup aimé. Je trouvais pas impossible qu'il ait eu des comportements ultra déplacés, des choses comme ça. Bon, visiblement, en tout cas, pas suffisamment pour que ce soit criminellement condamnable. Ton avis sur le prochain film Blanche-Neige qui change absolument tout du conte original? Oui, j'ai vu ça. Mon avis, c'est que ça va être un sacré tas de merde. Ça, c'est mon avis en tant que, pour la qualité du film. Après, d'un point de vue éthique, je vais me répéter, hein, mais comme je l'ai toujours dit, hein, tout ce mouvement, ce cocktail en fait de cancel culture et de wokisme débilitant, hein, parce que vraiment, pour moi c'est pas, le féminisme c'est pas ça et le wokisme à la base ça n'était pas ça, mais clairement c'est ce que c'est devenu. Donc voilà, ce que c'était censé devenir, on s'en fiche parce que c'est pas ça que c'est devenu. Donc voilà. Et ce que c'est devenu, c'est tout ce que je déteste. Voilà. Donc c'est des mouvements qui n'ont aucun respect pour les œuvres elles-mêmes et qui font de la merde et en plus qui juge, mettre dans des catégories et censure. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'exècre. Voilà, donc celui-là, mais c'est presque drôle. Je sais plus c'est qui a fait une vidéo en regroupant un peu toutes les infos concernant ce qu'on sait à ce jour de cette nouvelle version de Blanche-Neige et il ne reste vraiment plus rien de Blanche-Neige. Tu te dis mais pourquoi appeler ça Blanche-Neige encore? Enfin c'est ridicule, mais c'est drôle et c'est triste quand même. Il y a quelque chose d'un peu triste et d'inquiétant. As-tu vu Mégalomaniac présenté au BIFF 2022, actuellement disponible sur plateforme? Ouais, je l'ai vu. D'ailleurs, j'aurais pu en parler tout à l'heure dans les films revus récemment. Je l'ai vu et même si c'est pas un film que je reverrai, que c'est pas non plus, que c'est pas un coup de cœur ni rien, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé. L'actrice est incroyable et même le ton, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc un petit coup de cœur, mais par contre l'intrigue, tout ça, et le jeu des acteurs, surtout l'actrice principale, incroyable. Mais non, l'actrice principale et son frère, l'acteur qui joue son frère, il est dément. Donc j'ai beaucoup aimé quand même. Un avis sur la mort de Paul Rubens. J'avais vu dans une vidéo que tu étais grand fan de Pee-wee. Ouais, ça m'a complètement démoli parce que j'aimais énormément ce type. J'avais découvert un peu comme tous les gens de ma génération son personnage de Pee-wee à travers la sortie du tout premier film de Burton que j'étais allé voir au cinéma, puis que j'avais loué en vidéo, puis que j'avais acheté en VHS et que je possède en DVD et que je connais par cœur. Pendant de longues années je
chier tout le monde en imitant son rire, le rire de Pee-wee donc. Hein. Par la suite, j'avais été déçu en découvrant Big Top Pee-wee, que je trouvais vraiment de moins bonne qualité. Entre-temps, aux États-Unis, je sais plus trop comment, j'avais vu certains épisodes de sa série où il recevait des stars. C'était le Pee-wee Herman Show, je crois, un truc comme ça. C'était génial. Et j'adorais son univers. Ensuite, il y a eu la descente aux enfers avec des accusations. Là, on retombe dedans, qui l'ont complètement détruit. Donc, alors qu'il avait, franchement, enfin, il y a une histoire dans un cinéma. Voilà, je vais même pas y revenir trop longuement, mais c'est ridicule. Et des accusations plus graves, beaucoup plus graves de possession de photos condamnables, et où il a été totalement innocenté, puisqu'on a en fait découvert que la justice était partie un peu vite en besogne et que en fait non, il y avait rien, c'était des œuvres d'art, enfin bon bref, donc totalement innocenté, mais là encore, totalement innocenté, mais dans le doute, enfin les gens ne cherchant pas à creuser en fait, ayant juste lu à une époque que peut-être il était coupable de saloperie, etc., se sont dit ah, il dégage. Et donc voilà, ça a pété sa carrière pendant un bon moment, et puis il est revenu en grâce, je sais pas trop comment, les gens se sont un peu réveillés, ont réalisé que le mec avait juste jamais rien fait de mal en fait, quoi. Enfin en tout cas rien de condamnable. Et il est revenu sur le devant, il y a eu le 3e volet de la saga Pee-wee que j'ai adoré, Pee-wee's Big Holidays ou un truc comme ça, sur Netflix. Et puis ensuite il était vraiment, enfin en tout cas aux États-Unis, il était de nouveau très tendance. Ce qui faisait super chaud au cœur, quoi. Enfin pour moi en tout cas. Mais voilà, j'ignorais qu'il était malade, qu'il avait un cancer. Et c'est super triste parce que pour moi c'est un de mes comiques préférés, quoi, en fait. Et en plus c'est un comique qui a créé un perso, quoi. Voilà, c'est comme un peu Cassandra Peterson, qui était d'ailleurs une de ses meilleures amies au privé, qu'il a toujours soutenu jusqu'à ses derniers jours. Qui a créé le personnage d'Elvira. Robbins, il a créé Pee-wee, quoi. Et Pee-wee, c'est une création tellement géniale, c'est incroyable. Que penses-tu de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et de celle du Hobbit? Je les ai vues toutes les deux, je les ai beaucoup appréciées. Je crois pas me tromper en disant que je ne les ai jamais revues. Donc ça montre par contre que contrairement à la première trilogie Star Wars ou même d'autres, hein, ça m'a jamais touché plus que ça. Voilà, faut dire que j'ai jamais lu Tolkien, je suis pas un grand fan de cet univers. Par contre, j'adore Peter Jackson. Et j'ai trouvé les films assez fabuleux. Voilà, tous, hein, vraiment les deux sagas. Donc voilà, par contre je les possède pas et c'est pas mon truc particulièrement, quoi. Mais c'est assez remarquable quand même. Un live sur la Sharksploitation. Alors, non, parce que comme j'ai expliqué il y a pas longtemps, je n'aime pas les films de requins qui sont drôles, en fait. J'aime les films de requins qui font peur. Et du coup, les films de requins débilos, ce machin, j'en regarde, hein, évidemment. Mais j'ai toujours un peu l'espoir que peut-être ça va être un peu bien par moment, faire un peu peur et tout, quoi. Donc les trucs, tout ce qui est Asylum Production, tout ça, ou même voilà, Meg par exemple, Meg 2 là qui vient de sortir. Non, ça me branche pas en fait. C'est pas un genre de comédie qui me fait rire. Ou de simili nanars, ce que j'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des films qui sont des nanars, mais c'est écrit pour être des nanars. Donc en fait, ça s'en est pas, par définition. Donc voilà. Par contre, ça fait plusieurs fois qu'on me demande un top de mes films de requins préférés. Donc je ferai peut-être une petite vidéo dans pas longtemps pour avec mon classement très personnel des films de requins que je préfère. Parce que par contre, oui, c'est un truc dont je suis complètement obsédé. As-tu déjà vu le film Go de Doug Liman? Ouais, je l'ai vu, mais j'en ai pas immensément de souvenirs. De mémoire, j'avais aimé, mais ça s'arrête un tout petit peu près là. Que penses-tu de la série 24 heures chrono? J'ai jamais été fan. Voilà, ça fait partie des dossiers honteux que je cache. Hein. Très mal, quand on peut le constater, puisque je réponds direct. Mais 24 heures chrono, par exemple, mon épouse, elle adore et tout, mais j'ai jamais vraiment réussi, moi, à rentrer dedans. Et voilà. Te rappelles-tu de la sortie du morceau L'Aventurier d'Indochine? C'était perçu comment? Le personnage était-il connu? Alors je me souviens très bien de la sortie de L'Aventurier. J'étais vraiment très jeune, je vais avoir 9 ans, un truc comme ça. Ça a été vraiment un raz-de-marée absolu. Et personne ne connaissait Bob Moran. En France, mais personne. C'est peut-être les vieux, mais enfin en tout cas les jeunes, personne ne connaissait. Donc le personnage était totalement inconnu du public qui a découvert Indochine, en tout cas. Donc, si la chanson, en fait, par exemple, a eu du succès, c'est absolument pas parce qu'elle mentionnait un personnage connu. Alors, c'était perçu comment? C'était perçu comme un truc assez fou, quand même, hein, parce qu'on n'avait pas ce genre de compo dans le paysage français à ce moment-là. Enfin, voilà, moi, je fais toujours partie des gens qui n'ont pas compris, enfin, en tant que fan de Cure, par exemple, j'ai absolument jamais compris le parallèle que certains ont fait entre Cure et Indochine.
Indochine, le cure français du pauvre, je sais pas quoi. Mais ça n'a jamais rien eu à voir, mélodiquement parlant même. Enfin, je veux dire que, voilà, il y a vraiment Indochine, il y a eu un style Indochine dès le début, de mon point de vue. À la limite, si on voulait vraiment, enfin, forcer le truc et chercher un groupe anglo-saxon dont ça se rapprocherait, ce serait beaucoup plus les premiers disques de Duran Duran que Cure, quoi. Sans rien à voir, quoi. C'était perçu comme un truc un peu un ovni, et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, puisque très vite dans la lignée, on a eu des purges absolues qui étaient des copies en fait ratées hein, du style indo quoi. Il y avait partenaire particulier, c'était ignoble, mon dieu, parce que c'était stupide. Enfin, c'était comique enfin, en même temps. Et donc voilà. Que penses-tu de l'omerta des médias français sur le raz-de-marée de Sound of Freedom? Il a détrôné Indiana Jones 5 et également ton avis sur le flop de Mission Impossible 7. Alors Sound of Freedom, j'en entends pas mal parler, je l'ai pas encore vu. Parce que je le dis franchement, je l'ai pas vu sur les sites Corsair où je traîne en fait, donc je sais pas, et j'ai pas fait de mots. Je sais qu'autour de moi il y en a pas mal qui l'ont vu, je crois que Dirty Tommy l'a vu, Merej l'a vu il me semble, je sais pas où ils l'ont trouvé, enfin je sais pas en fait, donc j'ai pas demandé, c'est pour ça que je l'ai pas vu en fait, mais je serais très heureux de le voir, enfin dès que l'occasion se présentera, je le regarderai, ça c'est certain. Ouais, j'avais vu que le succès est anormalement intense aux États-Unis en tout cas, et que oui clairement ça pose problème, et qu'en plus ça pose problème pas pour la qualité du film en lui-même, ni même vraiment apparemment ce qu'il raconte, mais plutôt par le CV des acteurs et producteurs et voilà, qui sont mêlés au projet. Et ça, moi, je supporte pas en fait. Voilà, moi, je supporte pas ce genre de censure. Enfin, ça pue. Je déteste ça. Donc voilà. Donc j'en pense que c'est déplorable. Dès que je pourrais, je le regarderai. Et le flop de Mission Impossible 7, je dois dire que je suis assez surpris et un peu attristé. Enfin, attristé. Tom Cruise ne me fait pas pitié, mais on n'en est pas là. D'autant que c'est un semi-échec, mais c'est quand même un échec par rapport, je pense, aux objectifs qui s'étaient fixés. Je crois que c'était au moins 900 millions de dollars de recettes assez rapidement. Et là, on est presque à la moitié, je crois, donc c'est mal barré. Je suis un peu étonné, dans le sens où je pense pas que quiconque pouvait soupçonner qu'un mec comme Tom Cruise puisse se faire, entre guillemets, éjecter du podium par d'autres films, et là en l'occurrence le tandem Barbie-Oppenheimer. C'est assez intéressant ce qui se passe au cinéma cet été, je veux dire, dans le monde. As-tu vu les coulisses du prochain film de Snyder, Rebel Moon? J'ai vu qu'il y avait des petites vidéos qui commençaient à circuler, mais moi en fait je veux garder le plus la surprise. Donc comme je sais qu'il sort encore dans très longtemps, et que moi j'ai beaucoup de problèmes avec la patience, je vais éviter tous les trucs là-dessus, parce que ça va juste être difficile quoi. Par contre je suis extrêmement impatient de voir ce film, et particulièrement celui-ci à ce moment-là de la carrière de Snyder. Préfères-tu Peter Pan être un grand enfant ou Benjamin Button être un adulte dans un corps d'enfant? Personnellement, je préfère être un Benjamin Button. Et si tu as vu le film, qu'en penses-tu? Film qui remonte enfin dans le cœur des cinéphiles. Personnellement, avec Edouard Romain d'Argent, c'est un de mes films préférés sur le thème de la différence au cinéma. Alors, je sais pas trop si tu me parles des films en fait, c'est-à-dire le film Benjamin Button et le film Peter Pan, mais alors dans ce cas-là, lequel, je sais pas trop. Mais je crois que tu parles plutôt du concept en fait, c'est-à-dire voilà, effectivement, être comme Benjamin Button ou être comme Peter Pan. Alors moi personnellement, qui viens de passer la cinquantaine en plus, j'ai toujours eu un côté Peter Pan. Donc Benjamin Button, un adulte dans un corps d'enfant, en plus ça ne me ferait vraiment pas rêver. Ce serait même assez terrible en fait pour moi, je pense, à vivre. Alors j'ai adoré le film, hein, Benjamin Button par contre, j'en profite pour le dire, vraiment adoré. Par contre, non, je préfère être une sorte de Peter Pan, un enfant qui ne vieillit pas, en plus oui voilà, je trouve ça préférable, même pour moi. Hein. Que penses-tu du film Barfly avec Mickey Rourke, basé sur un scénario de Bukowski, probablement mon auteur préféré? Ah tiens, c'est marrant, alors c'est peut-être la même personne, parce que juste derrière, il y a à nouveau une question sur Bukowski. Barfly, j'aime énormément. C'est d'ailleurs pour moi un film que j'associe, alors il n'a pas du tout été reçu de la même façon, à Living Las Vegas. Alors si vous avez vu les deux films, vous allez immédiatement voir le lien quoi. Mais j'adore Mickey Rourke dans ce film, il est extraordinaire, pour moi c'est un de ses meilleurs rôles. Et oui, Bukowski, moi j'ai lu absolument tout Bukowski quand j'avais 17-18 ans, j'ai tout dévoré, mais tout. D'abord tout ce qui était en français. Alors, je crois qu'aujourd'hui on trouve vraiment tout Bukowski en français. Mais à l'époque non. Et il y avait des trucs qu'on trouvait pas encore. Et j'adore. C'est un mec absolument incroyable, un talent inouï. Et voilà. Alors oui, après il y a ton roman préféré de Bukowski, pour moi Woman et Souvenir d'un pas grand chose. Alors moi c'est Souvenir d'un pas grand chose effectivement, même si Woman j'ai adoré aussi. Et les Contes de la folie ordinaire, L'amour est un chien de l'enfer, il y en a tellement
Enfin, voilà, j'adore. Et en plus, on avait des points communs assez marrants. Team American Ninja Warrior ou Team Bloodsport. Alors, Bloodsport parce que j'avais ultra kiffé quand j'étais gosse, enfin, que j'avais loué, je me souviens. Alors que American Ninja Warriors, je crois que j'ai jamais vu carrément. Et voilà. Bloodsport, j'avais adoré. D'ailleurs, c'est le seul film avec Van Damme que j'ai adoré à l'époque. Enfin, il y en a eu quelques autres que j'ai bien aimé, mais Bloodsport, j'ai vraiment adoré. Team L'Exorciste ou Team Get Out? Ah bah Get Out de ouf, puisque j'ai pas du tout aimé L'Exorciste. Alors quand je dis ça, avant qu'on me lance des menaces de mort, je vois que c'est un superbe film, mais il me fait pas peur du tout. Donc voilà, pas tant pis pour moi. Hein. Je vois que c'est un superbe film, quoi. Je l'ai encore revu cette année. Non, c'est pas du tout pour moi. Alors que The Omen, enfin la malédiction, ça m'avait terrifié, quoi. Donc voilà, enfin, pour rester dans une horreur liée à la religion, plein de trucs et tout. Team John Williams ou Team Ennio Morricone? John Williams. Ennio Morricone, beaucoup d'admiration, mais c'est pas ma cam, alors que John Williams, totalement. Team David Hasselhoff ou Team Tom Selleck? Tom Selleck, parce que Magnum, quoi. Magnum, je regardais tout le temps en rentrant de l'école, mais je me souviens, ça passait pendant longtemps, c'est passé vers 18h, un truc comme ça. Parce que je me souviens que je rentrais du bahut et je me prenais à bouffer, je me foutais devant Magnum et... Oh là là, qu'est-ce que j'étais fan. Alors que K2000, pas du tout. Je regardais un peu, mais j'ai jamais. Enfin, je crois que j'ai jamais regardé l'intégralité de la série, par exemple. Je l'ai jamais racheté en DVD, alors que j'ai le coffret de l'intégrale de Magnum, que j'ai revu d'ailleurs. Enfin, je me suis refait tous les Magnum il y a quelques années, avec une délectation, mais absolue. Donc voilà, Team Black Rain ou Cop. Ah oui, alors en plus, je les avais sortis parce que je les avais sous les yeux. Alors, je dirais Cop. Cop, mais c'est très personnel, hein. J'aime beaucoup Black Rain aussi. Bon, là on est vraiment dans deux polars noirs, quoi, très sombres, mais James Woods dans Cop, il est incroyable, et à chaque fois que je revois ce film Cop, je l'aime encore plus qu'avant, quoi. Donc voilà, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, c'est à voir de toute urgence, et il y a une ambiance moite oppressante, c'est un film, personne n'est clean dans ce film, j'adore. Est-ce que ça te parle, Schopenhauer? Ah bah tu m'étonnes, Schopenhauer c'est même un des philosophes qui m'a fait m'ouvrir à la philosophie. Donc moi je me souviens que je commençais à me noyer dans Schopenhauer et on m'a dit, enfin c'est mon prof de philo d'ailleurs, hein, qui m'a dit tu devrais aussi lire Nietzsche, enfin tu devrais t'ouvrir à Nietzsche. C'est ce que j'ai fait, donc après j'ai lu tout Nietzsche. Et puis je me suis complètement, enfin ainsi par les Zarathustra, ça m'a démoli, quoi, je trouve ça extraordinaire. Puis aussi d'autres choses, puis plus tard j'ai découvert Suran. Mais Schopenhauer, hormis tout ce qu'on peut condamner chez l'homme, c'est une pensée qui m'a longtemps, fait réfléchir, en fait, tout simplement en fait. Donc grand respect quand même si c'est vrai que Schopenhauer c'est compliqué, mais grand respect quand même. Les 10 petites questions de Roddy, et ça faisait longtemps il me semble. Team Darling Nikki, Dirty Diana ou Étienne de Guèche-Paty, mon dieu, je déteste cette chanson. Donc ce sera quand même Darling Nikki parce que je trouve que la chanson de Prince est... incroyable, c'est une de mes préférées, l'album Purple Rain. Alors Dirty Diana, c'est une de mes préférées de l'album Bad, mais là c'est vraiment pour moi tu cites deux joyaux de la pop des années 80, mais c'est incroyable, quoi. Donc elles se valent presque pour moi, mais si je suis obligé d'en choisir une, je choisis Darling Nikki, également pour le texte. Enfin voilà. À ton avis, pourquoi les gens en général préfèrent Batman à Superman? Alors, en tant que gens qui préfèrent Batman à Superman, je dirais que... alors, moi, par exemple, voilà, quand j'étais gamin, je préférais Batman d'un point de vue esthétique déjà, c'est-à-dire que le côté noir avec un peu de jaune et tout, enfin, je trouvais que c'était plus attirant, quoi, que le Superman qui était un peu trop coloriage, quoi. Voilà, je sais pas, je ne sais pas. Et il y avait aussi quelque chose, évidemment, c'est que Superman était trop gentil quand même, quoi. Donc, alors que Batman, il y avait quelque chose d'assez sombre, en tout cas dans les comics des années 70-80, puisque moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Il y avait quelque chose d'assez sombre. Moi j'ai jamais vu, je fais pas partie de la génération de la série des années 60, je crois, ultra rigolote, voilà. Donc pour moi Batman dès le début c'était quelque chose d'assez sombre et violent, et c'est, voilà, ses parents ont été assassinés, enfin il y a un truc, puis il est dans une cave, enfin c'est, oh putain, il y a un truc gothique, quoi, évidemment.
que Superman n'a pas du tout. Donc moi je l'associe un peu à ça. Et puis la fascination aussi que finalement Batman c'est un mec ultra riche qui s'entraîne beaucoup, fin d'histoire quoi. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, enfin intéressant, pour moi, hein, que un mec qui se ramène, qui a juste des pouvoirs hallucinants, voilà. Bah, j'adore Superman, hein, mais je voudrais pas que Miko me tape dessus. Mais voilà, Batman c'est un truc incroyable quoi. Quelles sont tes 3 décennies préférées en ce qui concerne la musique? Oh voilà, ça va être très vite vu, 70, 80, 90 et c'est terminé quoi. Pour moi. Alors, on va évidemment, si je réfléchis, je vais trouver 2-3 trucs que j'ai kiffé après les années 2000. Mais sinon, tout le reste, donc c'est 99% quoi. C'est années 70, 80 ou 90, avec quand même une écrasante dominante des années 80 en termes de musique. Je sais plus qui me disait Nine Inch Nails c'est les années 90, mais non pas du tout. C'est 89. Donc je l'inclus dans ce qui a explosé dans les années 80. Qu'est-ce qui te plaît chez Antonin Artaud? Oh, alors là ça va être compliqué de faire vite, mais ce qui me plaît chez Antonin Artaud, tous les écrits d'Artaud, avant vraiment qu'il commence à glisser vers la folie, et la folie qu'il doit en grande partie aux cures d'électrochoc qu'on lui a fait subir en France, mais les écrits, le génie, enfin les textes d'Antonin Artaud, quand on lit... par exemple, moi j'avais commencé avec en livre de poche, c'était L'ombilique des limbes. Non mais il y a des phrases, c'est pas possible en fait. La recherche de l'intensité, la recherche de la douleur, ah là là, enfin tout mais tout. Et alors je parle des jeunes années d'Antonin Artaud parce qu'évidemment, la fin de sa vie c'est très très compliqué, même à lire les écrits des dernières années. Voilà, la folie était en train d'arriver, alors le génie était encore là, mais c'est à peu près d'ailleurs à la même période que j'ai découvert Isidore Ducasse, enfin donc l'autre amant. Et c'est cette violence littéraire, mais cette quête aussi de l'extrême, enfin, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, tu me fais penser, enfin, cette question me fait penser qu'on m'avait demandé de montrer 2 livres sur Artaud qui sont devenus un peu durs à trouver. Alors, il y en a un qui est formidable, qui s'appelle Qui êtes-vous, Antonin Artaud? C'est à la Manufacture. Je pense que ça doit pouvoir se trouver en occasion, en cherchant un petit peu. Et c'est vraiment excellent. Bon, il y a les œuvres complètes que j'ai là de Gallimard, mais ça se trouve évidemment très facilement. Et surtout, alors ça c'est vraiment génial, le numéro de Oblique. Alors c'est un pavé, hein, spécial Antonin Artaud, qui commence à bien dater, mais c'est inouï. Mais là il y a vraiment des choses extraordinaires, des textes sublimes, voilà. Et je lui dois tellement, en fait, à Artaud, mais tellement. Donc voilà. Tu préférerais voir une adaptation live de Goldorak, Albator ou Ulysse 31? Alors Albator, on a eu ce truc ignoble là qui est sorti il y a quelques temps. Goldorak en live, je vois vraiment pas comment c'est faisable de façon non déceptive. Quand je vois par exemple Pacific Rim, des trucs comme ça, c'est-à-dire même en imaginant, ce qui est totalement irréaliste, hein, que un film Goldorak se fasse un jour en live avec un budget du niveau de celui de Pacific Rim, donc là en gros on pourrait tout faire quoi. Je sais très bien que la direction artistique de Goldorak, pour le rendre plausible, le robot il va être décevant pour tous les vieux fans du dessin animé. Actarus, il n'y aura jamais un acteur qui va pas nous décevoir parce que le charisme du personnage dessiné, tu peux pas le recréer. Enfin, on a bien vu avec Albator quoi. Enfin, et encore Albator c'était pas du vrai live. Enfin voilà. Donc je sais que ce serait atroce. Ulysse, je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'on pourrait plus facilement trouver un acteur qui ferait un bon Ulysse. Mais voilà. Alors après, voilà, si j'étais obligé, enfin, pour suivre le truc, je pense que la série des 3, alors j'adore, c'est les 3 séries les plus importantes de ma jeunesse, séries animées en tout cas. Je dirais que d'un point de vue narratif, tout ça, je pense que Ulysse 31, j'adorerais. Maintenant, d'un point de vue plausible, bon, Albator, ça a été fait. Enfin, ça a été fait. C'était pas un vrai en live, c'était pas vraiment en live, mais il y a eu un truc de tenté qui pour moi est un échec. Et Goldorak d'ailleurs, il y a une nouvelle série qui va arriver, apparemment en 2025, quelque chose comme ça. Et on a eu il y a quelques jours les premiers dessins du nouveau design. Et alors Actarus, ils l'ont wokisé, enfin c'est pas possible en fait. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas possible. Et il est ignoble.
Il ressemble pas du tout. Enfin, il a complètement perdu le charisme d'Actarius, quoi. On dirait un enfant de 12 ans qui écoute de la K-pop. Enfin, c'est pas possible en fait. Et le robot, ils ont changé les trucs, il est super moche. Aïe aïe aïe. Donc voilà. En 2016, nous avons perdu David Bowie, George Michael et Prince. Qui t'a dit que Prince était mort et qu'est-ce que tu t'es dit? Je crois que personne m'a dit que Prince était mort. Je crois que je l'ai appris comme tout le monde, enfin comme les premiers, c'est-à-dire, je crois que j'étais sur le net et que tout d'un coup, il y a eu la news que Prince était mort et ça venait tout juste de tomber aux États-Unis. Enfin, voilà. Donc en fait, j'ai pas quelqu'un par exemple qui m'a prévenu, comme pour Michael par exemple, c'est mon ami Will qui m'avait prévenu. Alors, il m'avait prévenu. Michael n'était même pas encore déclaré mort, mais c'est lui qui m'avait dit va checker en live les news, voir ce qui se passe actuellement, ça pue. La personne, hein, tout d'un coup j'ai vu Prince est mort, enfin donc voilà. Et qu'est-ce que je me suis dit, alors tu vois par exemple Bowie, j'ai toujours adoré et sa mort ça m'a fait énormément de peine. Bon, George Michael non, parce que j'étais pas fan, donc j'étais triste pour les fans de George Michael, j'étais désolé pour lui, mais j'ai jamais été fan de George Michael, donc voilà, ça m'a pas touché plus que ça. Bowie, ça m'a fait mal, mais voilà, bon, on savait qu'il était malade, enfin, c'est tout un truc. Prince, c'est une mort hyper violente, comme Michael d'ailleurs. Donc, hyper soudaine, quoi, voilà. Et c'est quand même l'artiste que j'ai le plus aimé au sens vraiment d'un amour fou, enfin, voilà. Avec Michael, et donc c'était vraiment un dossier de mon enfance qui se refermait, et puis se dire aussi que finalement c'est deux mecs qui n'auront jamais été vieux du coup, Prince et Michael, quoi, voilà. Mais c'était très très dur quand même. Quelle forme aurais-tu choisi en 1984 à New York face à Gozer le Destructeur? Alors en tant qu'enfant des années 70, je suis tenté de te répondre Gros Quick. Mais je pense pas que Gros Quick aurait pu faire autant de dégâts. Quoique, peut-être, en fait. Quel est ton générique de dessin animé préféré? Alors, mon générique de dessin animé préféré, j'ai beaucoup de mal à les départager parce que j'aime énormément celui d'Albator, le premier, visuellement. Enfin, ouais, en fait, le problème c'est que je dis générique, mais en fait, donc ça inclut la chanson et l'image du générique. Visuellement, celui du Lys 31 est assez sublime, je trouve. Il est super beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Celui d'Albator également. De Albator 78, je précise. Et en chanson, c'est mes chansons préférées de générique, de dessin animé, sont pas forcément les génériques de dessins animés que j'ai regardés ou que j'ai aimés enfant. Par exemple, j'ai jamais fait secret que je trouve fabuleuse la chanson de Jace, Les Conquérants de la Lumière. Alors musicalement, ce générique, il est oufissime. Il y avait aussi No Guts, No Glory, je sais plus, que je trouve pareil musicalement dingue, voilà. Et puis quelques autres, mais la chanson du Lys 31, elle est sublime. Et il y a plein de trucs tentés là-dessus, quoi. Et l'instru qui est quand même assez punchy, mais elle est pas que punchy, elle est presque hard rock par moment, mais hard rock funk, enfin c'est du génie. As-tu vu le show La Famille Stallone, et si oui, qu'en as-tu pensé? En fait, je m'étais dit alors j'ai compris très vite que ce serait de la merde, mais je me suis dit c'est-à-dire qu'en tant que fan de Stallone on serait déçu, mais je pensais quand même regarder. Voilà, il n'y a pas 1000 épisodes non plus, et après j'ai vu le retour des copains, quoi. Bah, par exemple, rien que la vidéo qu'a fait Dirty Tomitsu, c'est exactement ce que je craignais. Donc en fait, quand je l'ai écouté, je me suis dit, bah voilà, je savais. En fait, donc je me le suis épargné pour l'instant. Donc bon. Donc non, mais moi, ce genre de truc, de toute façon, j'avais beaucoup aimé la série qui avait été faite sur les Osborne. C'était génial, mais putain, qu'est-ce que j'ai kiffé ça. Et j'ai adoré celle avec Jen Simmons, Family Jewels, que j'ai presque toutes les saisons en DVD. Ça c'est voilà, mais c'est parce que c'est fait d'une certaine manière et c'est aussi des personnages qui pour moi savent gérer ce genre de choses. Ozzy Osbourne et Jen Simmons, voilà, c'est pas Monsieur Tout le Monde. Stallone, c'est pas pour lui, je pense. Donc voilà, je trouve très dommage qu'il ait accepté de le faire en fait. C'est pas grave, hein, mais ça sera vite oublié et je pense pas que je vais regarder ça en fait. Comme moi, tu es fan d'Alice Cooper, quelle chance tu as eu de le rencontrer. Là, je t'envie. Que penses-tu de son album Dada? Bien qu'à peu près tous les fans lui fassent caca dessus, c'est mon album préféré, suivi de près par Killer et Love It to Death.
Je précise que j'ai tous ces disques et suis fan depuis l'âge de 11 ans. L'album Dada de Alice Cooper, je l'aime pas. Pour une raison très simple qui est que j'accroche pas du tout aux arrangements en fait. C'est les sonorités qui me bloquent. C'est bien, hein, j'ai déjà écouté, mais je suis pas super fan. Et c'est pareil pour Killer et Love It to Death. C'est pas une période d'Alice Cooper que j'adore. Moi, ça commence plutôt avec Zipper Catch a Skin, où il y a le chef-d'œuvre I Am the Future, la chanson du film Class 1984. Et cette chanson-là, I Am the Future, je l'ai écoutée, mais tellement de fois. Le Alice Cooper que vraiment je surkiffe, quoi, il démarre avec Constrictor. Constrictor, c'est mon album préféré d'Alice Cooper. Alors je sais que ça fait pas super bien de le dire, mais pour moi ce disque c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre total. Il n'y a pas une chanson qui est à jeter, quoi. Après, Raise Your Fist and Yell, j'aime énormément. Trash, là il y a un virage au niveau de la direction artistique, parce que là on est vraiment dans le hard rock FM total, mais c'est assumé. Les collabs avec Desmond Child sont magnifiques. Enfin, Poison, tout ça. Enfin, Hey Stupid aussi, j'aime beaucoup. Il y a des choses excellentes dessus, des choses beaucoup plus passables. Mais pour moi, c'est une période extraordinaire d'Alice Cooper. Voilà, ces 4 disques-là, je pense qu'on les cité 4, c'est vraiment mes préférés, quoi. Donc je suis beaucoup moins. C'est peut-être une question d'âge, hein, parce que voilà, c'est comme ça que moi j'ai découvert Alice Cooper alors en regardant, il me semble. Ah non, j'ai découvert vraiment Alice Cooper en découvrant le clip de Jason, donc He's Back. Oh la baffe que c'était, mon dieu. Puis après Classe 1984 et voilà, He's Back, d'ailleurs j'ai ressorti parce que je savais que vous alliez me le demander. C'est quand même des pochettes de oufissimes. Ah voilà, Jason Lives. Hop, j'ai même l'affiche au mur. Et j'adorais en plus cette mode des stars du heavy metal qui faisaient les BO pour les films d'horreur et tout. On avait eu aussi Dokken, que j'adore évidemment. Avec Dream Warriors pour Freddy, avec une magnifique photo d'ailleurs avec Freddy. Voilà, donc immense coup de cœur. Et c'était la dernière question, donc je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.